C'est maintenant que nous essayons, et non sans inquiétude, de boucler notre budget pour que dès septembre, nous soyons au rendez-vous. Alors ensemble, poursuivons ce chemin pour se libérer des chaînes. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Notre invité cette semaine, Alain Lebihan. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre, bonjour les téléspectateurs. Alain Lebihan, diplômé du supérieur en sciences économiques. Vous avez travaillé dans les institutions publiques et dans le privé, principalement de petites entreprises. Vous étiez déjà venu nous présenter votre ouvrage « Macron, le grand liquidateur » ainsi qu'un ouvrage sur la mort programmée et voulue d'EDF par nos dirigeants européens et nationaux. Avant de commencer cet entretien, comme d'habitude, je ne peux que vous inciter à cliquer sur le pouce en l'air, à commenter et à partager un maximum cet entretien pour un meilleur référencement de TV Liberté sur Internet. Alors, Alain Lebihan, aucune majorité absolue ne s'est dégagée à la suite de ces législatives où pourtant 2/3 des inscrits ont voté. Est-ce qu'Emmanuel Macron, qui avait pris la décision de dissoudre l'Assemblée, sort vainqueur de ce scrutin ? À proprement parler, on ne peut pas dire qu'il sort vainqueur puisque sa liste, ses candidats ont reculé et ne sont plus majoritaires et dans des proportions assez larges. Qu'on se souvienne qu'il avait fait quand même quelque chose de particulièrement important. Il y avait plus de 300 députés lors de son premier quinquennat, la première élection législative, et maintenant on est à quelque chose qui tourne autour de 100. Donc on n'est plus du tout dans le cadre d'un Macron conquérant. On est dans le cadre de quelqu'un qui va quitter le pouvoir, qui a tenté quelque chose, de mon point de vue, et c'était un des moyens qui lui restait, il l'a utilisé. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une relance de son système par la fragmentation ? Non, maintenant qu'il a divisé, est-ce qu'il ne va pas pouvoir mieux régner ? Oui, on pourrait dire ça, mais de toute façon, il a des limites qui sont inhérentes à son rôle dans la Constitution. Donc, je sais très bien qu'il s'en est abstrait depuis le début, donc ça compte absolument pas pour lui. Il n'empêche qu'il y a des règles qu'il est contraint de respecter. Et en particulier, la nomination du Premier ministre. Et je pense que ça va être très compliqué. Alors, on va Parce en parler. que, quel que soit celui qui sera élu, il sera toujours soumis à une motion de censure. Alors, ces législatives s'organisaient selon le scrutin majoritaire à 2 tours. Quel aurait été le résultat s'il y avait eu un scrutin à la proportionnelle ? Un scrutin à la proportionnelle, on avait le Rassemblement national qui avait la majorité. Mais les autres partis ne se seraient-ils pas organisés en amont d'un premier tour, si ça avait eu lieu au premier tour, pour désister les uns par rapport aux autres ? Oui, on peut toujours le dire, mais enfin, mettre les trotskistes de la Ligue communiste dans une grande alliance, je pense qu'ils n'auraient pas osé avant. Il avait fallu la pression du premier tour. Il faut vraiment essayer de racler tout ce qui est possible pour le deuxième tour, parce que ça semble pas gagner. Ça semble pas gagner. Or, faut pas oublier que le système électoral qu'on a en place, uninominal à 2 tours, favorise le plus puissant. Or, quel était le plus puissant au premier tour ? C'était le Rassemblement national. Mais très rapidement, les deux alliances se sont alliées. L'alliance autour de Macron et l'alliance autour du Front populaire se sont mis ensemble. Donc, ils sont devenus majoritaires à 65%. Et à partir de ce moment-là, c'est eux qui enlèvent la mise au deuxième tour. C'est le principe.
Alors la grande question évidemment qui va se poser dans les semaines, voire les mois à venir, c'est quelle coalition pour gouverner? Comment voyez-vous les choses? Moi, je pense que le pays, il est devenu ingouvernable. Plus exactement, je pense que le corps électoral les a neutralisés. De façon à ce qu'ils soient dans l'impossibilité de manœuvrer et de nous faire encore payer lourdement encore les mesures qu'ils vont prendre. Et c'est une mesure, ces décisions, enfin ce qu'a fait le corps électoral, c'est pour attendre la prochaine élection présidentielle, parce qu'on sait bien que dans le système de la Ve République, c'est l'élection du président qui déclenche le processus. Ouais. Et je pense que c'est ça. Moi, quand on fait la comparaison avec l'Allemagne, l'Espagne, etc., c'est-à-dire des gens pragmatiques qui vont se mettre d'accord, gna gna. Non, là on est des Français, on est des Gaulois, réfractaires, voilà, ou réfractaires aussi. Et on se rappelle ce que disait Jules César. Il faut toujours qu'on se mette les uns contre les autres. Donc les conditions sont réunies pour, enfin, de mon point de vue, les conditions sont réunies pour qu'il ne se passe rien. Est-ce qu'on est dans une forme de cohabitation aujourd'hui? Alors, on sait que le gouvernement n'est pas encore formé, mais si on imagine un Premier ministre socialiste, il ne sera pas forcément sur la même ligne que le président de la République. Oui, encore que, oui, il y a ça qui se dessine, c'est-à-dire ce qui était appelé troisième force à la 4e République, cette espèce de marais avec une partie de la gauche. Bon, c'est possible. Combien de temps ça durera? Bon, je sais que les socialistes sont habitués aux trahisons, mais bon, là, il faudra quand même qu'ils règlent leur compte avec le Front populaire. Ce qui me paraît quand même non pas difficile, mais bon, ça laisserait quand même beaucoup de traces. Est-ce qu'on peut, selon vous, Alain Le Bihan, parler aujourd'hui d'un grand parti unique qui irait du nouveau Front populaire au LR en passant par le centre ensemble? Non. Parce que c'est comme ça qu'ils vont en fait, vouloir qu'ils ont gouverner, puisque voilà, ils ont appelé à faire barrage. Donc, dans leurs valeurs républicaines, ils peuvent s'entendre, peut-être. Est-ce que, par exemple, sur la question des retraites, est-ce qu'ils sont d'accord? Sur l'histoire de... Non. Sur le nucléaire? Sur le nucléaire, non. Vous prenez les grands sujets. Il y en a un qui est patent. Est-ce que la France va continuer à envoyer des armes à l'Ukraine? Est-ce que là, ils vont se mettre d'accord? Ça serait peut-être intéressant. Est-ce qu'ils vont se mettre d'accord sur ce qui se passe en Palestine, à Gaza? Là aussi, c'est des événements qui nous sont imposés. C'est pas... Voilà. Donc, mon point de vue, c'est que le corps électoral, il n'a pas créé les conditions pour qu'il se rapproche, il a créé les conditions pour qu'il ne fasse rien. Et c'est en ça que je le salue, parce que à chaque fois qu'ils font quelque chose, qu'ils font une loi merveilleuse, bourrée d'articles que personne ne lit jamais, ça aboutit toujours à augmenter les impôts et à augmenter le déficit. Donc c'est un petit peu la reprise de l'ouvrage de Charles Gave, Sire surtout ne faites rien. On demande à nos élites justement d'arrêter les frais et voilà, de je nous ne laisser savais pas travailler. que Charles Gave avait à ce titre-là, mais effectivement, ça ressemble étrangement. Alors, le RN est devenu le premier parti de France, en passant de 89 à 143 députés dans l'hémicycle, mais il enregistre un résultat en dessous des prévisions, en tout cas des sondages, puisqu'il était attendu avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Comment vous expliquez cette contre-performance, si on peut parler de contre-performance? Ben c'est l'effet du scrutin. C'est l'effet du scrutin uninominal de tour. N'étant pas l'élément majoritaire, c'est pas l'élément moteur pour le deuxième tour, puisque c'est l'alliance des deux alliances qui devient majoritaire. Et qui, à ce moment-là, emporte la mise. D'ailleurs, on peut le voir, c'est que il y avait eu... Les instituts de sondage avaient tous produit des fourchettes sur le nombre des députés par groupe. Bon. LFI a 10 élus supplémentaires sur la fourchette haute. Idem pour les Républicains. Idem pour Macron, enfin les représentants d'Emmanuel Macron. Par contre, le Front, lui, perd 30 députés par rapport à la fourchette basse. Donc c'est l'effet multiplicateur qui a fonctionné. Est-ce que les Français se sont vraiment mobilisés, selon vous, pour faire barrage au Rassemblement national?
C'est-à-dire, je pense Ou est-ce que ça vient juste seulement de la tambouille qu'ils ont fait entre centristes et la gauche, l'union des gauches? L'élément majeur, c'est toute cette espèce de cuisine qu'ils ont fabriquée entre les deux tours, qui ont fait que c'est une association de la carpe et du lapin, comme on dit, c'est-à-dire ce sont des gens que tout oppose, qui se sont rassemblés pour faire face à un ennemi qui, paraît-il, était mortel pour la France. Enfin, surtout qui était mortel pour une grande partie d'entre eux qui, on sait très bien quand même, qu'ils veulent conserver leur place. Mais moi, je crois que le corps électoral a suivi ce qu'il avait fait au premier tour. Il a suivi plus ou moins les consignes. Donc c'est aussi à voir sur la façon dont la campagne a été menée par le Rassemblement national au deuxième tour. C'est peut-être là qu'il faut réfléchir. Parce qu'il y a des insuffisances de la part du Rassemblement sur un certain nombre de thèmes importants. J'en prends un parce que celui-là, je le trouve assez extraordinaire. On accuse le Rassemblement national d'être une production de Pétain. Or, le Front populaire, le nouveau Front populaire, a repris le thème du Front de 1936, mais c'est la chambre du Front populaire qui a amené Pétain au pouvoir en 1940 et qui lui a donné les pleins pouvoirs. Donc il n'y avait que cette chose à dire pour désamorcer toute cette espèce de campagne sur fabriquer un parti créé par des Waffen-SS, enfin les abominations. Mais il fallait trouver aussi, il y avait les arguments à faire sur quelle a été l'histoire. Et ramener les choses à leur juste proportion. En fait, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et je ne comprends pas. Si vous voulez, je me mets à la place de candidats qui se sont trouvés dans l'impossibilité de répondre à ça, d'être accusés sans arrêt d'appartenir à la pire espèce de l'humanité. Alors que c'est totalement faux. Totalement faux. On a assisté entre les deux tours, Alain Le Bihan, à ce qui s'était déjà passé en 2002, lorsque Jacques Chirac avait été opposé à Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire la mise en branle de tout un système médiatique et politique pour faire barrage au Front National. Oui. Depuis, le Rassemblement national a effectué une sorte de mue, une dédiabolisation. Mais pourquoi alors cette dédiabolisation n'a-t-elle pas fonctionné dans les urnes? D'abord, entre les voix qu'avait obtenues Jean-Marie Le Pen à l'élection de 2002, qui doivent se situer autour de 4 millions, là, quand même, le score, il n'est pas tout à fait le même. On a dépassé largement les 8 millions. À l'élection législative, le Rassemblement national a fait 9 400 000 électeurs. C'est quand même une performance. Donc, la riposte qui a été faite, elle a été à la hauteur des 65% que cet ensemble d'organisations a obtenu au premier tour. En fait, c'est ça. On peut remarquer que dans énormément de circonscriptions, ça se joue à très peu. Donc, ça va revenir. Parce que les gens qui ont voté comme ça, ils ont quand même le sentiment de s'être fait avoir. D'avoir eu face à eux des gens qui n'étaient pas sincères. Parce que, moi je veux bien que la France insoumise vote pour Elisabeth Borne, mais franchement, Ils se sont assez opposés à ces réformes des retraites. Oui. Alors, cette dédiabolisation ne vient évidemment pas de nulle part. Qui, en France, a le droit de diaboliser comme ça? Oui, ça c'est, si vous voulez, c'est le dernier système, c'est le rempart du système dans sa défense. Le problème, Lionel Jospin, chez Laurent Ruquier, avait bien parlé du théâtre antifasciste. Oui, à l'époque, oui. Mais là, il est revenu quand même pour dire qu'il fallait surtout barrer la route. Non, mais qui diabolise alors? Vous allez retrouver toujours les mêmes. Vous allez retrouver les dirigeants du Parti socialiste et une grande partie des dirigeants de la droite classique, qui de toute façon, pour eux, c'est vital aussi. Il faut bien voir qu'ils vont passer à la trappe.
C'est la survie qui compte à ce moment-là. Mais moi, je pense que on est engagé dans un processus duquel on va être obligé de sortir. La France ne pourra pas continuer à fonctionner de cette façon-là. Elle ne pourra pas continuer à fonctionner. En fait, elle est à côté d'elle-même, quoi. C'est pas dans le domaine international comme dans le domaine national. En fait, ça a un côté surréaliste quand même, ce qu'on vit. Les choses importantes sont des choses qui, pour nous, sont marginales. Le sociétal, non, il va falloir revenir à des choses essentielles. Et je crois que ce qui se passe dans le monde va nous obliger. Va nous y aider. On n'aura pas le choix. Oui, on sera obligé de... Et alors c'est pour ça que je trouve que ce qu'a fait le corps électoral en neutralisant toutes les parties, je trouve que c'est vraiment très intelligent. C'est vraiment très intelligent. Il n'a pas cherché à ce qu'ils se mettent d'accord. En fait, il sait très bien que quand ils se mettront d'accord, ce sera pour faire des trucs qui marcheront pas, enfin qui continueront à déshabiller les couches populaires et les couches moyennes. Ça serait bien. On a pu constater, Alain Le Bihan, depuis quelques années, que le Rassemblement national s'était aligné sur tout un tas d'aspects sur la ligne du système, à savoir pas de retrait de l'Union européenne ni de l'euro, pas de retrait de l'OTAN. Donc, en fait, est-ce que le Rassemblement national veut réellement le pouvoir ou est-ce qu'il cherche à prendre simplement des places ? Non, enfin c'est l'analyse que je fais, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il veut le pouvoir, mais il ne peut pas le prendre dans n'importe quelle condition. Parce que à partir du moment où vous avez quand même objectivement 65% du corps électoral contre vous, ça représente des couches sociales, ça représente en particulier toute une partie de la haute administration qui trouverait là des possibilités de manœuvrer. Donc on se trouverait dans une situation où on pourrait avoir un recul significatif de ce qui pourrait être engagé. Je pense que c'est ça, c'est cette crainte-là. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Bardella. Il avait dit, nous n'irons au gouvernement que si nous avons la majorité absolue. Je crois que c'est ça qui est il faut la majorité absolue pour pouvoir engager quelque chose, mais même au-delà, sans avoir tout le pataquès, tous les antifas. Au-delà de cette majorité absolue qu'aurait pu avoir le Rassemblement national, est-ce que les conditions sont aujourd'hui réunies pour permettre au Rassemblement national qui n'a jamais gouverné de pouvoir changer les choses ? Tout dépend du niveau de soutien. Tout dépend du niveau de soutien. Parce on a déclaré aussi que le président de la République gardait quand même la main sur le Conseil constitutionnel, sur le Conseil d'État, sur le Sénat, bien sûr, et qu'il avait derrière lui les marchés et la Commission européenne. Non, je ne me mets pas dans ce dispositif-là. Je me mets dans le dispositif où il y a une élection, l'élection d'un président, d'un autre président qui pourrait être, là en l'occurrence, Marine Le Pen. Je me mets uniquement dans ce cadre-là. Sinon, la logique aurait voulu, si on respecte les institutions, que le président de la République démissionne. Il était mis en minorité pour la deuxième fois et de façon significative. Donc il devait considérer que son temps était passé. Or, il ne le ferait pas, il ne le fera jamais. Donc ce qui prouve peut-être implicitement qu'il sait qu'il a la main encore sur tout un tas de leviers essentiels. Ou plus exactement, qu'on n'a personne pour mettre à sa place. Oui. Dans ceux qui sont derrière et qui le guident dans toutes ces opérations. Parce que bon, d'après ce qui est dit sous le manteau, la franche entente entre le gouvernement et le président de la République, c'est pas au zénith. Donc, vous avez des ministres qui ont appris qu'il y avait que l'Assemblée était dissoute en même temps que les électeurs, quoi. On a vu que le vote RN est souvent perçu comme le vote de la colère des Français, celui de leur souffrance. Est-ce que les Français, selon vous, sont aujourd'hui bien conscients des origines de leurs problèmes ? C'est toujours difficile à dire, ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a dans le vote pour le Rassemblement national, mais aussi pour la France insoumise et les autres, enfin pour le Front populaire,
il y a le mécontentement et la colère. On a rarement vu un président de la République aussi haï par l'opinion publique qu'Emmanuel Macron. Moi, quand je vois dans le temps, j'ai jamais connu cette espèce de haine qu'il y a de la part des Français vis-à-vis du président de la République. Il y avait, c'était quelqu'un qui faisait pas ce qui nous plaisait, mais il y avait un respect. Etc. Là, ça n'existe pas. Donc, ce mécontentement, il est partagé. Après, quelles sont les solutions? Effectivement, c'est là où ça achoppe. C'est vrai que considérer qu'il faut garder les mêmes structures européennes, garder l'euro pour continuer à fonctionner, ça va être très compliqué. Vous prenez une chose très très simple. Le commerce extérieur. Le commerce extérieur français, il est en déconfiture. Nous sommes à 150 milliards de déficit. Bon. Cela, le déficit depuis l'introduction de l'euro. Non, cette année. Oui, d'accord. Ça a été crescendo. On est en déficit au niveau de la balance commerciale depuis l'euro. Oui, ça a été crescendo. C'est-à-dire que de toute façon, l'euro, on sait que c'est le marque. Mais on n'a pas la puissance de l'industrie allemande. Donc, à 150 milliards de déficit, qu'est-ce qu'on aurait fait dans un pays qui a la maîtrise de sa monnaie? On dévalue. Voilà. Donc ça, on ne peut pas le faire, puisqu'on est attablé à l'euro. Donc on continue à perdre des parts de marché. L'autre aspect, c'est on continue à avoir une industrie qui décline. On a moins de 10% dans le PNB de la part de l'industrie. C'est dramatique. C'est dramatique. Parce qu'un pays ne vit que par l'industrie et l'agriculture. Tout ce qui est autour, ça fait marcher ce sont des services. Ça n'apporte pas de valeur particulière. Quel est le vrai pouvoir au-dessus de la démocratie aujourd'hui? Quand on voit les accords, les arrangements qui ont été mis en place totalement contre nature pour faire barrage au Rassemblement national, c'est quoi le vrai pouvoir aujourd'hui dans la démocratie française? Il est où? Alors là, il y aura beaucoup à dire sur la démocratie française, parce que... sur le pouvoir, la réalité du pouvoir. Oui, c'est qu'on... En fait, c'est un moment qui compte actuellement tous les 5 ans, où il y a l'élection du président de la République. Et après, on agence les autres institutions, les institutions inférieures, on les agence avec ça. Mais... donc c'est un moment. Bon, mais sur la démocratie, il y a énormément à dire, parce qu'il y a la démocratie sociale, il y a la démocratie économique, il y a la démocratie politique, et tout ça, c'est d'une énorme confusion. Bon, je ne veux pas ajouter des horreurs, mais il y a eu la discussion à un moment donné sur l'histoire de la double nationalité. Bon, le débat, il est extrêmement simple. Il y a les Français, qui sont des citoyens, qui ont une carte d'identité, qui ont une histoire, etc. Il a été avancé des idées complètement saugrenues dans le genre où les étrangers qui viennent ici ont les mêmes droits que les Français. Mais ça n'existe dans aucun pays du monde. C'est vrai que la tendance est de faire en sorte, dans les pays anglo-saxons, dans tout ce qui est l'Occident, pour simplifier, d'avoir un espèce de mélange qui se fait où tout le monde a les mêmes droits. D'ailleurs, on ne sait plus quels sont-ils. Et puis, donc, on accorde à la démocratie des parts de gens qui viennent de l'extérieur, mais qui n'ont pas la profondeur de ceux qui y habitent, parce que, on n'a pas le même patrimoine. Au-delà de cette défaite du Rassemblement national, cette défaite relative dans les urnes, c'est quoi la ligne politique que le vrai pouvoir interdit pour la France? Moi, je crois que surtout ce qu'il interdit, c'est la possibilité pour le peuple français de prendre des décisions qui le concernent. Comment ça fonctionne, ça? C'est Bruxelles. Ouais. Voilà, on dit c'est comme ça. J'entendais Alain Bauer qui parlait de ces pulsions majoritaires et il disait à leur propos qu'elles seront toujours calmées par des institutions comme le Conseil constitutionnel. Oui, on peut dire ça à un moment T, c'est un peu ce qui se passe. Ou avec le Conseil d'État, oui, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire avec des organismes qui ne sont pas prévus
dans l'exercice démocratique, si ce n'est une activité à la marge quand même. Oui, on peut dire oui. J'avoue qu'Alain Bauer me fascine toujours parce que je ne comprends pas toujours ce qu'il dit. Mais bon, je sais quels sont les intérêts qu'il défend, donc j'ai tendance à me méfier. Est-ce que dans ce système politique de la Ve République tel qu'on le connaît aujourd'hui dans son fonctionnement, il y a une solution pour le peuple, une solution populaire qui prenne en considération le bien commun? Oui. Ou alors est-ce que tout est fait pour nous détourner de ce bien commun? Il y a, de toute façon, il y aura dans un vote sanction du président de la République, il y aura à ce moment-là l'expression majeure. On ne peut pas, avec la Constitution que nous avons, on peut naturellement avoir des éléments, on a connu la cohabitation, etc. Mais ce qui compte dans le dispositif, c'est l'élection du chef de l'État. Parce que c'est lui qui fait fonctionner le mouvement des horloges. C'est à lui qui décide de la dissolution ou qui décide de la nomination du Premier ministre, qui sont les éléments clés. La clé de voûte des institutions. Concernant le Conseil constitutionnel, quand même, il y a quelque chose à rappeler. C'est que le Conseil constitutionnel nous abreuve d'un thème permanent, c'est de dire, d'après la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on considère que... Donc... Il y a eu toutes les fois où le Conseil constitutionnel a dérapé, ça fait partie de la jurisprudence, et puis on va l'appliquer à un texte pour en accord ou pour être contre. Donc en fait, le Conseil constitutionnel devient législateur. Voilà, le Conseil constitutionnel, on lui demande qu'une seule chose, c'est constitutionnel ou ça ne l'est pas. Ouais. Tout le bavardage qui va autour, ça suffit. Parce que le risque pour lui, c'est qu'il disparaisse. Parce que le souverain, c'est le peuple. On peut, à ce moment-là, sur des aspects majeurs, on peut tout simplement passer par référendum. Et ça simplifie les choses. Parce que ça c'est ça aussi, c'est cet élément qui est toujours mis sur la touche, c'est le référendum. Pourquoi, à partir du moment où il y a un affrontement, où il y a un désaccord, pourquoi on ne fait pas appel au peuple avec une question simple? On a l'immigration qu'on traîne depuis 40 ans, c'est toujours pas résolu. On a le déficit permanent du budget. Pourquoi on ne demande pas aux Français ce qu'ils pensent? On est plus mauvais que les Suisses qui, eux, peuvent, par leur système de référendum d'initiative citoyenne ou populaire, à tout moment intervenir. Et là, au moins, on a une phase importante de la démocratie. Nous n'avons pas encore parlé des résultats du nouveau Front populaire, ni de la réaction qu'aura probablement la Commission européenne au vu des décisions qui sont prises par le prochain gouvernement. On voit ça après la pause. On reprend avec notre invité Alain Le Bihan. Alors, le succès que personne n'avait vu venir, Alain Le Bihan, c'est quand même bien celui du nouveau Front populaire avec 181 sièges. Comment vous expliquez ce phénomène, cette arrivée avec fracas? Non, en fait, il reprend les mêmes chiffres que l'élection législative précédente. Et il perd un peu parce que, comme il y a une évolution du nombre de suffrages exprimés de 43%, il n'augmente pas de 43%, il augmente de seulement 10%. Donc il est dans une forme de régression. Mais il faut dire qu'ils ont énormément bien joué. En fait, vous aviez en face de vous des gens qui se battaient. Vous voyez, c'était Mélenchon, quand il parlait, c'était pas pour rire, c'était le combat, c'était un combat vital. C'est ça qu'il a communiqué et il a entraîné les socialistes, les écologistes et les communistes parce que bon, ils sont tous dans des états pas loin du commun. Et ça a permis, d'ailleurs, ça permettra d'ailleurs, cette remontée du Parti socialiste grâce à Mélenchon, ça lui permettra avec l'autre France qui se trouve actuellement chez Emmanuel Macron et qui a suivi Glucksmann, bah, ça permettra de faire une petite manœuvre. Ça, faut pas s'imaginer que ça se fera pas. À un moment ou à un autre, ça se fera. Alors donc, il a demandé le poste de Premier ministre, étant donné le premier arrivé.
Bon, c'est pas lui qui décide, mais oui, tout mon programme avec mon programme. Voilà, ça fait partie du show, du spectacle. Hein. C'est quand même toujours un spectacle. Toutes ces affaires-là. Donc il abandonne le poste de Premier ministre. Il a annoncé un certain nombre de choses. Bon, l'histoire de la retraite par décret, bon, c'est à voir. À partir du moment où on a voté une loi sur la retraite, on ne peut quand même pas l'annuler par décret. Je sais bien que ça s'est passé dans le passé. Avant 1940, il y a eu ce qu'on appelait les décrets Sérol. C'était pas particulièrement fameux. Mais voilà, donc il avancera certainement. Ils arriveront à se mettre d'accord sur quelque chose autour de l'immigration, puisque ça, c'est son fer de lance, la créolisation du pays. Régularisation. La régularisation, ouais, c'est-à-dire encore d'un mouvement d'appel d'air. Ce contre quoi Emmanuel Macron ne sera pas contre, puisque, en fait, lui, il a intérêt à amener de la main-d'œuvre à bas prix pour les grandes multinationales et puis pour les bobos. Donc, voilà, il peut y avoir. Donc, chacun exprimant à sa façon ce désir, alors qui est complètement contradictoire avec l'intérêt des Français, quoi. À mon avis, c'est les seules limites sur lesquelles ils peuvent se retrouver. Sinon, sur le reste, sur quoi peuvent-ils être d'accord ? Sur quoi peuvent-ils être d'accord ? Mais sur quoi ne sont-ils pas d'accord ? Moi, on a vu dans le passé ce que Macron avait été capable de faire. Généralement, il voyait une opposition de la France insoumise, de la gauche. Bon, sauf dans certains cas où... donc, cette espèce d'entente n'ira pas bien loin, excepté sur les 3 sujets dont vous avez parlé. Éventuellement aussi l'euthanasie. Déjà avec la NUPES en 2022, on avait vu que cette NUPES avait rapidement éclté. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le nouveau Front populaire... Ça va faire exactement la même chose. Ils vont tous créer leur groupe pour avoir leur autonomie, de décision. Oui. C'est un instrument de combat électoral. Pour une raison simple, pour une raison très très simple. S'ils vont tous les 4 dans la même circonscription se battre, il n'y en a pas un qui reste au deuxième tour. Donc c'est la nécessité d'avoir qu'un seul candidat de ce groupe qui leur permet de dire on va avoir plus des 12% qui sont la base limite pour pouvoir se représenter au deuxième tour. C'est uniquement ça, c'est pas autre chose, la NUPES ou le Front populaire. C'est pour ça que c'est un peu... On a souvent vu le RN qualifié de parti réceptacle de la colère et de la souffrance. C'est aussi également le cas de cette opposition de gauche avec le nouveau Front populaire. Pourquoi il serait impossible de voir ces 2 partis populistes, entre guillemets, s'unir comme cela avait été le cas en Italie avec l'union du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo avec la Lega de Salvini? Oui, mais le mouvement 5 étoiles et la Lega, c'était des partis à l'idéologie proche ou semblable. La Ligue, comme le mouvement 5 étoiles, ne s'est pas associé avec le Parti démocrate. Or en l'occurrence, c'est le Parti démocrate qui s'associerait avec... le Parti démocrate, c'était les socialistes. Oui, les communistes et les socialistes, qui sont devenus le Parti démocrate. Non, ça fait partie des choses qui sont incompatibles. On a déjà vu beaucoup de choses, mais enfin là, ça me paraît du domaine de l'impossible. C'est la survie de chacun. C'est la survie de chacun. Ils peuvent pas se rapprocher. Alors, ils peuvent avoir des vues communes sur un certain nombre de sujets, par contre. Le souverainisme, ils auraient pu voir, lors de la dernière législature qui s'est trouvée écourtée, ils auraient pu trouver des points d'accord, ne serait-ce que sur une motion de censure qui aurait mis en l'air le gouvernement. Ils n'ont pas été capables de le faire. Mais Jean-Luc Mélenchon a pris la ligne indigéniste à la suite de 2017. Il était encore, avant cette date-là, assez proche, en tout cas pour la politique étrangère, de ce qu'aurait pensé une Marine Le Pen, notamment vis-à-vis de la Russie ou de la Libye. Alors, effectivement, c'était le rôle. Alors, on va voir si ça continue. Le rôle de la France insoumise était de flanquer au plus près le Front National en dénaturant l'objectif de celui-ci.
Mais il s'en rapprochait pour dire autre chose. C'était sa façon à ce que la gauche vienne bloquer l'évolution du Rassemblement national, et ce qui n'a pas marché. D'ailleurs, à ce propos, quand on revient sur l'ancienne législature qui a duré 2 ans, qu'on se souvienne bien que le corps électoral avait voté de telle façon qu'une entente était possible entre différents groupements pour faire avancer le pays. Or, ça n'a pas fonctionné. Emmanuel Macron avait eu la majorité avec l'élection présidentielle. À l'élection législative qui a suivi, il n'avait pas la majorité, il n'avait qu'une majorité relative. Donc le corps électoral avait dit « essayez de vous arranger ». Ils n'ont pas réussi, ça ne s'est pas fait. Donc c'est pour ça, ça confirme ce que je pense. Pour maintenant, ça n'arrivera pas non plus. Alors on voit à l'heure actuelle l'ancienne majorité, donc le parti Ensemble, se déchirer avec le nouveau Front populaire pour savoir qui sera Premier ministre, qui sera ministre. Mais au-dessus de toutes ces petites bisbilles nationales, il y a, ne l'oublions pas, la Commission européenne. Comment va-t-elle accueillir les résultats de ces législatives et juger du nouveau gouvernement qui va apparaître ? Moi, je pense que la Commission européenne, donc étant d'essence allemande, ne voit pas d'un mauvais œil ça. Ne voit pas d'un mauvais œil ça, parce que déjà, en Allemagne, c'est pas la franche rigolade. Parce que le chancelier, c'était l'équivalent du Premier ministre, il a été largement battu aux élections européennes. Il est arrivé 3e, loin derrière. Donc, faible. La France faible, oui, ça donnera plus de poids à la Commission. Je pense que Van der Leyen, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a dû être confirmée, c'est qu'elle aura un poids plus grand compte tenu du fait qu'il y a une carence en dessous. C'est-à-dire que vous n'avez pas en France quelqu'un qui est capable de s'opposer à l'Union européenne. Bon, déjà, vous avez un président de la République qui est plus européen que français, donc c'est pas en dessous que ça va changer. Je crois que... De toute façon, je ne crois plus que les choses viendront de là. En fait, de l'Europe, de ce machin qui c'est un assemblage qui est grotesque à la limite. Si vous voulez, vous avez tous les pays qui reçoivent des subventions, qui sont européens comme c'est pas possible, et tous ceux qui payent abondamment le sont moins. Le meilleur exemple, c'est l'anglais. L'anglais, quand il avait pu son argent, il est parti. Et ça devrait être valable pour la France, pour l'Allemagne, pour le Luxembourg, pour la Hollande, qui paye pour tous les nouveaux venus. Et on voudrait faire venir en plus l'Ukraine dans l'attelage. Alors que c'est un pays qui est complètement dévasté, qu'il va falloir entièrement reconstruire. Est-ce que cette division du pouvoir politique, en tout cas de l'Assemblée nationale française, permettrait à la Commission européenne de précipiter son projet de fédéralisation ? Moi, je pense que de toute façon, la fédération, elle existe. On ne l'appelle pas comme ça, mais à partir du moment où vous n'avez plus les attributs de la souveraineté, qui sont la monnaie, la guerre, les lois, ne faut pas considérer qu'on n'est pas dans une fédération. On est dans une fédération qui n'a pas un nom, parce que personne n'ose le dire, mais c'est en fait, on le sait depuis très longtemps, en particulier depuis la réconciliation des Allemagnes, enfin la réunification allemande. À partir de ce moment-là, les Allemands ont dit nous sommes les patrons et nous allons fédéraliser l'Europe. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Les Maastricht, la Constitution européenne, les différents nice, sommets qu'on suivi, Lisbonne, Amsterdam, n'ont fait que confirmer qu'on était dans une fédération. Par contre, on n'ose pas dire le nom. Le seul qui avait dit quelque chose, c'était Delors. Il avait dit « Nous sommes dans une fédération d'États-nations ». Alors là, il faut le faire. Hein. Là, il avait fait fort ce jour-là. Non, on est dans une fédération. Et cette fédération, non, elle ne va pas se renforcer. Elle va à un moment, elle va éclater. Elle va éclater parce que ce qui se passe dans le monde n'est pas propice à toutes ces espèces de distributions dans laquelle l'Amérique est dominante actuellement parce qu'elle a le dollar.
Non, il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer et qui va changer qui va bouleverser les lignes. Est-ce qu'on peut imaginer aussi la mort de la Ve République ? Alors, la mort de la Ve République, c'est toujours le grand débat sur une nouvelle constitution. Bon, j'en connais pas 25, des constitutions. Hein. C'est où vous avez une démocratie parlementaire, où vous avez un pouvoir dans lequel le président compte. Je trouve que l'équilibre de la 5e, à la réflexion... Semi-parlementaire. Voilà, c'est... Semi-présidentiel. Voilà. C'est quelque chose qui marche. Naturellement, il faut que pour les tenants des pouvoirs, il y ait un sens de la responsabilité. À partir du moment où vous avez... je vais dire des choses cruelles, alors je préfère les atténuer, mais imaginez le général de Gaulle transformer la cour de l'Élysée en boîte de nuit. Non. Ou faire des défilés de tous les chefs d'État possibles et inimaginables tous les jours sur le territoire national. Il disait non, on ne va pas inviter sans arrêt des présidents, ça embête tout le monde parce qu'il faut bloquer la circulation. Ouais. C'est quelqu'un qui avait le sens du pratique et puis de la hauteur. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un président... vous en avez un qui est sur un scooter, qui se balade en scooter. Vous en avez un autre, vous ne savez plus exactement à qui vous avez affaire. Enfin, voilà. Ça fait Alain Le Bihan, les marchés, comment ont-ils réagi? Avez-vous regardé cela après les résultats des législatives? Oui, j'ai juste jeté un coup d'œil. J'ai vu qu'il y avait... la crainte, elle était donnée par le SMIC. L'augmentation du SMIC telle que le décrétait la France Insoumise, enfin le Front Populaire, et puis le score qu'a fait la gauche. Ça a inquiété un certain nombre de partenaires étrangers. Bon, ce qui se dit, pour aller plus simple, c'est que tous les projets d'investissement qui étaient prévus de la part d'étrangers en France, faut oublier. Ce que je sais par ailleurs, c'est que si on augmente le SMIC, il y a des tas de petites entreprises qui arrêtent leur activité parce qu'elles ne peuvent pas. D'autre part, l'augmentation du SMIC va avoir une influence sur l'impôt. Est-ce que ça va être pris en compte? Est-ce que les tranches vont être aménagées pour... Voilà, il y a un ensemble de choses qui font que on est vraiment dans l'incertitude et puis les gens n'aiment pas l'incertitude. Alors, là-dessus, je voudrais faire part d'une remarque personnelle. C'est que, en fait, on vit dans l'instabilité depuis 1991. Je pense à comme date parce que c'est la fin de l'Union soviétique. Et à partir de ce moment-là, tout le monde s'est senti... je parle des grands pays riches. Tout le monde s'est senti obligé de se demander comment il allait se débrouiller dans le nouveau dispositif. Donc, on voit par exemple que les États-Unis ont des dépenses militaires qui sont considérables, mais inimaginables. Or, avec ces dépenses-là, ils peuvent acheter de moins en moins de matériel, par exemple. Parce que tout a évolué dans l'ordre des prix, compte tenu que la corruption a pris une place démesurée. Donc, tout est instable depuis cette période. Or, la Russie ayant recouvré, je simplifie, ayant recouvré en gros la puissance de l'ancienne Union soviétique, avec en plus l'entente avec la Chine, on peut dire que le continent eurasiatique, dont ils sont la sommet et la clé de voûte, est en voie de stabilisation. Il y a encore, il y a l'affrontement en Ukraine, mais tous les gens un peu au courant, ils savent très bien que cette affaire est pliée, que Vladimir Poutine, il attend le dernier moment pour arrêter, en fonction de ce que feront les États-Unis, c'est-à-dire de qui ils nommeront comme président à la fin de l'année. Parce que le conflit, c'est pas entre l'Ukraine et la Russie, c'est entre la Russie, les États-Unis, et avec comme associé l'Europe écrasée d'ailleurs par les mesures américaines. Donc il y a quelque chose de stable qui est en train de naître. Et nous, on ne pourra pas rester instable.
C'est-à-dire, nous, l'instabilité, c'est quoi? C'est un président de la République élu pour 5 ans, qui peut dissoudre. Donc, voilà, on se trouve en campagne électorale pendant les vacances. C'est la fin de l'industrie française. C'est des tas de mesures qui ont été prises, qui ont rajouté de l'instabilité sur... et c'est ça qui peut pas fonctionner. Est-ce que vous voyez Donald Trump ramener l'ordre sur la planète, en fait? J'ai l'impression que vous voyez des changements à l'aune de la présidentielle américaine. Mais il s'entendra suffisamment avec les autres grands partenaires pour arrêter les frais. Et du coup, elle mettra la France face à ses responsabilités parce qu'il refusera d'être derrière l'OTAN comme il l'a fait déjà. Mais de toute façon, chacun paye ses factures. Voilà, c'est ça. De toute façon, les grands perdants, ce sera l'Europe. L'Europe, déjà, a perdu parce qu'elle ne peut plus utiliser l'énergie pas chère venant de Russie. Donc, l'industrie allemande, elle est vraiment très fatiguée. Hein. Donc, ils arrivent encore à nous en prendre un peu, puisqu'il y a EDF quand même qui alimente encore... nos centrales nucléaires horribles permettent quand même de faire fonctionner un peu l'Allemagne, quoi. Est-ce que cette assemblée composite va changer quelque chose à la politique française, la dette, les affaires étrangères? Non, c'est là-dessus que je voulais terminer, c'est que quels sont les problèmes que nous avons? Ce sont les problèmes d'immigration, ce sont les problèmes de déficit budgétaire compte tenu du fait qu'on a un État dispendieux, démesuré, qui s'occupe de tout et qui résout rien. Hein, vous pouvez prendre tout ce qui est du domaine de régalien, il n'y a rien qui marche, ou marche pas bien. Alors que c'est horriblement cher, puisque on a quand même accumulé des déficits tous les ans pour arriver à 3200 milliards de dettes. Mais les gens continuent à consommer, les gens vont au restaurant, tout a l'air de se passer comme si de rien n'était. Donc en fait, les Français... Ils ne changeront pas leur fusil d'épaule tant que ça continuera à rouler. Je crois que c'est notre France, si vous voulez, c'est la France des métropoles qui fonctionne comme ça. La France périphérique, celle qui a voté pour le Front populaire et puis pour le Rassemblement national, ne vit pas comme ça. Elle est dans un autre rythme, elle est dans un autre mode de consommation. C'est-à-dire qu'avant la fin du mois, il y a déjà plus de budget. Alors, ces législatives ont occulté, on l'a un petit peu évoqué, ces conflits en Ukraine, au Moyen-Orient. Évidemment, la guerre ne s'arrête pas à Gaza. Qu'est-ce que cette nouvelle Assemblée peut changer, notamment au Moyen-Orient, quand on entend les propos de certains à gauche? Vous faites référence à qui, là? À Mélenchon, c'est ça? Oui. Et son égérie, Rima Hassan. Oui. Alors, sur la question de Gaza, je ne vois pas quelle peut être la position de ceux qui sont actuellement, qui ont les clés des décisions. La position de la France, c'est la solution à 2 États qu'on sait impossible, vu la fragmentation, les colonisations d'Israël. Ce qui est d'autant plus grave, c'est que nous avions un mandat sur la Palestine. Ça, on l'a oublié. C'est ça, on a oublié. Ce mandat sur la Palestine, ça a été de s'associer à... Enfin, c'était les Anglais. Nous, on avait la Syrie et le Liban. Oui, mais ça a été quand même de s'associer avec les États-Unis pour essayer d'aller détruire la Syrie, ce que Obama avait capitulé à un moment. Mais donc sur le sujet de Gaza, surtout, il faut arrêter les massacres, quoi. Après, on verra, mais déjà arrêter le massacre, parce que quand on voit ce qui s'y passe, on peut être qu'effrayé. Certains observateurs annoncent déjà une nouvelle dissolution dans un an, Alain Le Bihan. D'autres, dans ce laps de temps, imaginent le départ d'une 3e guerre mondiale ou la chute définitive du dollar. La 3e guerre... Alors la chute du dollar, oui, ça va être acté. Ça, au mois d'octobre, il y a une grande partie du monde qui ne se servira plus du dollar dans ces transactions. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça? C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Parce que le dollar, compte tenu de sa position
et le fait qu'il ne soit pas convertible en or, c'est-à-dire ça repose uniquement sur sa planche à billets, il émet des dollars, il fait marcher les Renéos, et qui ne représente pas grand-chose. Parce que si nous, on a 3 200 milliards de dettes, les États-Unis ont 37 000 milliards de dettes. Faudrait bien un jour qu'ils remboursent les Chinois qui ont acheté les bons du Trésor américain. Hein. Donc là, il y a cette affaire qui va se passer au mois d'octobre sur toutes les transactions au sein du BRICS et un peu au-delà. Ça ne se fera plus en dollars, ça se fera en monnaie. Ils sont actuellement en train de calculer la base sur laquelle les échanges vont se faire. Ouais, yuan, rouble, roupie. Voilà. Donc ça veut dire que il y a moins besoin de dollars. À partir de ce moment-là, le dollar, étant donné qu'il est moins demandé, ne monte pas. Il y a les facteurs du marché qui fonctionnent pour lui. La deuxième, sur la guerre mondiale, je n'y crois pas pour une raison très simple. Si la Russie et les États-Unis en arriveraient là, il ne resterait plus rien. Pour l'un comme pour l'autre. Donc on sait très bien qu'il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a déjà essayé de repousser à plusieurs reprises. Ça, avec l'envoi d'hommes, l'envoi de missiles. Oui, un coup il veut envoyer des hommes, après il ne veut pas les envoyer. Il sait très bien déjà ce que ça lui a coûté l'envoi d'hommes, parce qu'on en a envoyé quand même. Bien souvent, femme varie, là, voilà. On se demande si... Oui, alors on a dû lui dire à un moment, que par moment on doit lui dire vas-y, et puis par d'autres moments on doit lui dire arrête. Mais c'est pas l'Assemblée qui lui dit ça, c'est des gens qu'on connaît pas. Oui, son entourage qui s'étonne un petit peu de son état de santé mentale, mais que maintenant, il n'a pas changé son état de santé mentale au président. Non, apparemment non. Non, mais il semblerait qu'il se soit aggravé. Enfin, il y a une démarche qui est faite de la part d'un certain nombre de gens. Demandant, mettant en place une espèce de procédure d'empêchement. Mais bon, ça n'arrivera pas, puisque c'est le Conseil constitutionnel qui doit donner son accord là-dessus. Mais effectivement, il y a une inquiétude de la part de beaucoup sur le mode de fonctionnement mental du président de la République. Quel pourrait être, ça sera ma dernière question, Alain Le Bihan, vos motifs d'espoir quant au morcellement de cette nouvelle Assemblée nationale édition 2024 ? Ce que je pense, et ce que je vous disais au début, je continue à le penser, c'est que le législateur s'étant montré incapable de se mettre d'accord quand on lui a donné la majorité lors de la dernière législature. X49.3. Voilà, il a fonctionné comme ça. À partir de ce moment-là, je pense que le corps électoral a jugé bon de faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de pouvoir législatif. Neutralisation du législatif. Voilà, une neutralisation complète. Et à partir de ce moment-là, donc, qu'est-ce qui arrivera à passer à travers les mailles de tout ce dispositif et qui fera une espèce de consensus ou une unanimité sur un certain nombre de sujets? Bon, en attendant... Ça sera des affaires courantes pendant un an, alors. Mais en attendant, je pense qu'on n'y perdra pas. On n'y perdra pas. Parce que toutes les mesures qui sont prises depuis des années, toutes les lois qui sont pondues... On a dépolitisé la politique française, on l'a dévitalisée. Oui, par moments, on se demande quelles sont les motivations, et à la finale, ça aboutit à quoi? Du déficit supplémentaire et des impôts en plus. C'est tout. Est-ce que dans les 7 ans de fonctionnement d'Emmanuel Macron, on a vu à un moment une amélioration quelconque? Non. Tout le monde a vu son je parle pour la France périphérique en particulier. Tout le monde a vu son pouvoir d'achat diminuer, a vu ses conditions de vie devenir plus médiocres. Voilà, c'est ça la réalité. Donc il n'y a pas de raison. Je pense que c'est pas idiot d'avoir fait ça, de voir dans l'impossibilité de changer, et bien de faire en sorte que tout le monde soit neutralisé. Merci à vous, Alain Le Bihan. C'est moi qui vous remercie. Que vous êtes l'auteur de cet ouvrage dont on avait parlé, Macron, le grand liquidateur. Comme d'habitude, et pour terminer, je ne peux que vous inciter à cliquer sur ce pouce en l'air en bas de l'écran, à commenter, à partager nos entretiens pour un meilleur référencement. Merci encore à vous, monsieur, et merci à vous de nous avoir suivis.
Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Merci.